RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Jean-François Bernardini, le leader du groupe de chant Corsi-Mouvrini. Effectivement, Jean-François Bernardini, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Calédonie, bienvenue à RRB. Et merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous êtes sorti de l'avion hier soir seulement. On vous connaît évidemment, Jean-François Bernardini, comme leader du groupe de chant corse polyphonique Imouvrini. On vous connaît moins comme, j'allais dire, apôtre de la non-violence. Je ne sais pas si le terme vous convient bien, mais vous avez fondé une association, une ONG il y a quelques temps, et vous vous déplacez un peu partout pour parler de la non-violence. Comment vous est venu cet engagement dans ce combat pour la non-violence? Je ne sais pas d'ailleurs si les deux mots vont bien ensemble. Reconnaissons qu'un Corse qui parle de non-violence, c'est un peu inattendu, non? C'est vous qui le dites. Je ne me serais pas permis. Non, en fait, cette ONG Oumani est née en 2002 et elle a 5 programmes d'action. C'est une ONG qui est portée par des citoyens qui se passionnent pour les solutions et qui se disent on est tous différents, mais éthiquement, nous pouvons travailler ensemble parce que ce qui nous intéresse, c'est cultiver le jardin du bien commun. Et en 2011, on a lancé un programme qui s'appelle Devenons artisans de la non-violence. Sachant très mal dans nos esprits quel serait l'écho. Et ce qui nous a profondément surpris, c'est de voir combien il correspondait à une soif, à un désir. Et à ce jour, près de 70 000 juniors et adultes ont participé soit à des conférences, soit à des formations, à des initiations. On a présenté la non-violence à l'École normale supérieure de Paris. J'ai donné personnellement près de 450 conférences à travers la France, la Suisse et aujourd'hui, quelques jours en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a une demande croissante parce que c'est une boussole qui nous donne des outils précieux dans le monde d'aujourd'hui où la violence est sacralisée, où elle est banalisée, où dans le conflit c'est priorité violence, et si t'es pas violent, c'est que tu es lâche. Alors qu'est-ce que c'est que la non-violence? Comment vous la définiriez? Est-ce que c'est la négation de la violence ou est-ce que finalement c'est son acceptation la plus totale? Non, alors la non-violence, d'abord, c'est une illustre inconnue, bien évidemment. On aurait très souvent, ceux qui tentent de la ridiculiser diraient que c'est un truc, un bisounours, un truc bisounours, c'est une lettre au Père Noël. La non-violence, c'est renoncer à lutter. Non, la non-violence, ça n'est pas renoncer à lutter, c'est lutter 100 fois mieux. D'abord, elle commence à dire que comment on peut être en colère face à l'injustice, qu'est-ce qu'on fait de sa colère? La non-violence nous invite à dire ta tentation peut être d'utiliser la violence. Je te propose de mieux faire. C'est un travail sur soi ou c'est un travail collectif? C'est un travail sur soi, d'abord la connaissance de soi. Nous sommes tous capables de violence. Notre cerveau est capable de nous dicter le meilleur et le pire. Mais on peut aussi apprendre à contrôler, on peut aussi apprendre à gérer ses émotions, on peut aussi à distinguer les besoins des sentiments. Je peux exprimer un besoin profond, mais si je l'exprime avec un sentiment totalement négatif, je produis l'effet contraire. Et la violence, c'est un piège, en fait. On nous dit la non-violence est une utopie, c'est la violence qui est une utopie. Parce que si vous regardez bien, elle ne règle durablement aucun des problèmes qu'elle prétend régler. C'est d'ailleurs prouvé aujourd'hui par des études universitaires. Je pense au livre d'Erika Chenoweth qui explique que sur les centaines de conflits mondiaux depuis le début du siècle, quand on utilise la non-violence, on gagne 2 fois plus. Quand on utilise la violence, on perd 2 fois plus. Et quand la violence s'immisce dans le conflit, on ne parle plus de l'injustice que l'on prétend combattre, on ne parle plus que d'elle. C'est comme la goutte de grenadine dans le tonneau d'eau, vous voyez ? Bien, tout le tonneau est pollué. Avec votre ONG, vous l'avez dit, vous avez fait de nombreuses conférences déjà, 450 en métropole. Vous n'enseignez pas la non-violence parce que ça ne s'enseigne pas. Ça se comprend, ça se perçoit. C'est surtout des exemples que vous donnez, comment vous travaillez avec les publics qui sont devant vous. C'est une bonne question que vous posez. S'enseigner, je pense bien que d'abord, vous savez que dans les grandes universités du monde, à Yale, à Cambridge, à Boston, à Oslo, à Madrid, la non-violence est enseignée depuis fort longtemps. En France, il n'y a pas encore, je dis, une seule chaire universitaire dédiée à la non-violence. C'est un signe. Ça veut dire que la question qu'on peut se poser, c'est qui investit aujourd'hui dans la non-violence? Donc, et l'objectif, c'est évidemment que ce droit à la non-violence soit un droit reconnu pour tous, en particulier pour les juniors, mais aussi pour les adultes. La non-violence vient réhabiliter l'idée de conflit. Or, nous ne sommes pas éduqués pour le conflit. Et quand nous sommes en conflit, soit tu t'écrases, soit tu frappes. Et c'est souvent priorité violence. Et donc elle porte en elle un outil d'une intelligence précieuse dans les conflits, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans les luttes politiques.
Et donc elle est un outil d'une force incomparable. Elle l'a d'ailleurs prouvé dans l'histoire, elle le prouve tous les jours. Hein. La chute du mur de Berlin, la lutte pour les droits civiques chez les Noirs, et tant d'autres. En Syrie encore aujourd'hui, où il y a des mouvements non violents très forts, des luttes citoyennes. Je veux dire que la non-violence est véritablement un outil pour le XXIe siècle. La violence, c'est pas simplement la violence physique, ça peut être la violence verbale, psychologique. Elle prend des formes très très différentes et on s'en rend peut-être pas toujours compte aujourd'hui, tellement la vie est multiple et complexe. Vous savez, comme il y a de la malbouffe pour le corps, il y a aujourd'hui une malbouffe verbale, comportementale, mentale. Elle nous touche tous. Moi, j'étais dans l'avion de Paris à ici, on était 300, on regardait des films, 60% des films sont des scènes de violence. La violence est télégénique, on fait plus de pub pour le tabac, mais la violence est omniprésente. Elle est sacralisée. Elle est banalisée. Et aujourd'hui, en particulier, les juniors, parce que l'industrie du divertissement fait du très très bon boulot par ça, est contaminée par cette violence, qui est banalisée tous les jours et qui, bien sûr, passe dans les mots, dans les gestes, dans les comportements. Et on le constate. Je peux vous dire qu'en 450 conférences, j'ai pu constater dans beaucoup d'établissements scolaires combien c'est un venin, combien c'est un poison, combien ça banalise et combien, bien évidemment, ça impacte sur le relationnel familial, le relationnel entre les élèves, le relationnel dans la rue, dans la société. Donc il s'agit d'abord de détoxer. En fait, je fais un petit travail d'électricien, vous voyez. Je viens débrancher la mauvaise prise et j'ai dit on va faire un essai, on va se brancher ailleurs. Et si on se branche ailleurs, on va découvrir que justement, la violence n'est pas notre nature. Elle est une violation de notre nature. C'est d'ailleurs prouvé aujourd'hui par les neurosciences, qui l'expliquent très très bien. On nous a toujours vendu l'idée, mais l'homme est violent par nature. Non, les neurosciences, et c'est la meilleure nouvelle des recherches scientifiques de ces dernières décennies, les neurosciences nous disent que la violence est une violation de notre nature. Or, nous sommes intoxiqués, nous avons 8000 ans d'histoire sur la violence. Et si t'es pas violent, c'est que t'es lâche. Et donc, vous voyez, donc, ce travail de détox, ce travail de décontamination est un travail libérateur, parce qu'il donne à chacun, mais tu es beaucoup plus noble que tu ne crois. Alors, vous vous adressez souvent à des publics très variés, mais principalement des publics jeunes. Est-ce que vous les sentez peut-être plus réceptifs à cette notion-là, parce qu'ils n'ont pas une expérience de vie encore très longue et il y a peut-être une détoxification plus facile à faire avec eux? On va dans les prisons, on va dans les associations, on fait des conférences dans tout public, on va dans les universités. Nous, disons que le milieu enseignant est un milieu très très sensible. Vous savez, je rencontre beaucoup d'enseignants et très souvent je rencontre des gens qui disent, vous savez, mon métier c'est quoi aujourd'hui ? C'est parler à des gens qui ne m'écoutent pas. Et parler des gens qui ne m'écoutent pas parce que justement, cette banalisation de la violence interfère fortement dans l'acte éducatif, interfère fortement dans l'éducation. Et ce qui est merveilleux avec cet outil-là, je peux vous citer des centaines d'exemples où en 2 heures, face à des fois 700, 800 ados qui sont là et qui vous écoutent sans toucher un portable, vous changez tout. Vous changez tout simplement parce que vous les reconnectez avec ce qu'est le levain de la non-violence, c'est l'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. Je me souviens d'un exemple récemment, c'était un gamin, il a levé le doigt devant 500 camarades, il dit voilà, moi monsieur, je voulais dire un truc à mes camarades, je m'appelle Vlad, mais dans ce collège, personne ne connaît mon nom. J'ai dit ah bon ? Oui, parce qu'ici on m'appelle tous Poutine. Alors j'aimerais que ça cesse, et je voudrais demander à mes camarades si aujourd'hui, avec votre intervention, si ce serait possible. 5 secondes de silence, ils se sont tous levés, standing ovation. Larmes aux yeux. J'ai appelé 2 mois après la CPE, je lui ai demandé alors, ça se passe comment ? Oui. Il m'a dit jamais plus il n'a été surnommé ainsi. Il est même devenu délégué de classe. Il veut même devenir médiateur. Voyez comment, en débranchant la mauvaise prise, en mettant la bonne, je me mets à la place de l'autre. Et c'est parfois sur des petites choses ? Mais minimes. Mais ces petites choses, elles sont fondamentales. Et il est très important qu'à un moment donné, tu prennes conscience qu'il y a une boussole qui te dit là, tu fais fausse route, quoi. Et aujourd'hui, pourquoi le harcèlement progresse dans les lycées, dans les collèges ? On le voit. Vous savez qu'en région parisienne, aujourd'hui, il y a 400 élèves, 400 collégiens exclus tous les jours. Ce sont des chiffres officiels. Ça veut dire que l'école est devenue quelque part aussi à sa manière un petit champ de bataille, où il y a des gens qui font des miracles. Mais il faut absolument détoxer, il faut équiper pour la vie, il faut équiper pour le conflit, il faut équiper, il faut donner les clés qui te permettent de comprendre que quand tu insultes l'autre, mais c'est un signe de faiblesse terrible que tu envoies. Et ça veut dire que tes ennemis intérieurs, tu leur donnes une liberté qui te dépasse, qui te dénature, qui sont une véritable attaque contre ton âme.
Jean-François Bernardini, dans votre vie, dans votre carrière, vous avez été confronté aussi à la violence. On se souvient avec Imouvrini notamment de concerts qui ont été plus ou moins interdits, etc. Est-ce que c'est tout ça, ce terreau-là aussi, qui vous fait aujourd'hui vous engager dans ce combat-là parce que vous avez vu les impasses dans lesquelles ça pouvait conduire? Pas forcément, mais la Corse, bien évidemment, les soubresauts de la Corse, mais les soubresauts du monde aussi, vous interpellent profondément. Et comme on est souvent dans la pathogénèse, nous, avec Oumani, on a envie de cultiver la salutogénèse. Et la pathogénèse, on la connaît, hein, l'archéologie de la violence à tous les niveaux, familial, sur les femmes, etc. Ce qui est important, c'est de miser sur la salutogénèse. Et je peux vous dire que quand vous avez le sentiment que la boussole de la non-violence, son intelligence, sa pertinence, qui sont d'une efficacité extraordinaire, d'une capacité à transformer l'individu, le citoyen, vous dites, mais il faut y aller, quoi. Et donc, je donne ces conférences bénévolement. Je donne ces conférences parce que c'est un appel profond au fond de moi-même. Et ce qui est fabuleux, c'est de se rendre compte, mais des centaines de parents qui vous disent, mais c'est quand que vous venez dans mon lycée? Mais tous les jours, on reçoit des demandes de lycée. Vous êtes venu l'an dernier, il faut que vous reveniez cette année parce que on veut toucher les autres, etc. Donc ça veut dire que c'est une boussole qui est précieuse. C'est l'outil du 21e siècle. C'est un équipement de vie dans un monde qui nous équipe très souvent pour la mort, qui nous équipe pour l'échec, qui nous équipe pour les tensions, qui nous équipe. Donc c'est libérateur. Et je crois profondément que dans les années à venir, la non-violence, à travers des gens comme Marshall Rosenberg, comme ce que nous enseignent aujourd'hui les neurosciences, comme Peter Levine, qui est l'inventeur du post-traumatic disorder, tous ces concepts-là rentreront dans les domaines de l'éducation. Et je peux vous dire que nos amis enseignants, entre autres, sont tous bien heureux parce qu'ils sont souvent démunis, quoi, dans les situations qu'ils vivent et qu'ils partagent au quotidien. Alors vous allez donner un certain nombre de conférences pendant vos 4 jours en Calédonie auprès d'étudiants, de collégiens. Il y a 2 rendez-vous qu'on peut signaler puisque vous serez présent demain au Centre culturel Djibaou pour la fête de l'école calédonienne. Et puis il y aura une conférence lundi soir à l'UNC qui est ouverte au grand public, où vous parlerez justement, vous irez plus loin que ce que vous nous avez dit, c'est à partir de 17h30. On va quand même tout petit peu parler musique, oui, Jean-François Bernardini, plaisir, parce que vous sortez un nouvel album avec Imouvrini au début du mois d'octobre, c'est ça? Tout à fait, le 18 octobre. Un nouvel album studio? Oui, c'est un album qui s'appelle Porto un Cuore. Si je traduisais en français, ce serait le port dans le cœur. Une manière de traduire cette idée de port d'attache. Le port d'attache est un besoin fondamental pour chaque être humain. Notre port d'attache, ça peut être l'endroit où tu es né. Aujourd'hui, je crois qu'avec les défis qui sont les nôtres, c'est aussi la planète entière. On est tous sur la même barque. Et cette musique corse que vous avez fait découvrir au grand public, on va dire, parce qu'elle existait déjà, c'est une musique qui va droit au cœur, qui touche directement. Elle a une force, une puissance très particulière. Vous le sentez évidemment lorsque vous enregistrez, lorsque vous faites des concerts. Vous sentez que vous vous adressez directement au cœur. Vous savez, un artiste, il rêve d'être un virtuose de l'émotion. L'émotion, c'est movere, bouger. Est-ce que je bouge quelque chose en toi? Est-ce que je soulève quelque chose en toi? Est-ce que je déclenche quelque chose en toi? Et les centaines de concerts que nous donnons à travers l'Europe entière et au-delà sont chaque soir la preuve d'abord que ce cercle, vis-à-vis de singularités comme celle de la Corse, nous chantons en Corse, essentiellement, mais aussi en français, en anglais, un petit peu en basque, etc. Mais cette idée de singularité, elle nous permet de faire lien avec le monde. Et je crois qu'il y a aujourd'hui dans tous les publics que nous croisons une véritable famine, une soif de contenu. L'artiste n'est pas qu'un amuseur. L'artiste n'est pas qu'un divertisseur. L'artiste se doit aujourd'hui de monter sur scène et de donner la meilleure nourriture possible. C'est-à-dire sans ennuyer, bien évidemment, mais donner la conscience, l'éveil. Cet album, Port d'attache, on a sorti un premier single qui s'appelle En 2043, qui est lié au défi climatique d'aujourd'hui, en disant il n'est pas trop tard, mais il est urgent d'agir. Et je pense que l'artiste aujourd'hui, il doit être à la hauteur des défis de notre temps et d'éclairer. Vous savez, quelquefois, une petite lumière dans les ténèbres, ça change tout. Et puis alors, on va aussi parler d'une autre actualité, parce que ça, c'est nouveau dans votre carrière. Vous sortez un livre que vous avez intitulé avec une certaine malice, L'autre enquête corse. On va évidemment, à quoi ça fait référence par rapport à l'enquête corse. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? D'abord, j'ai adoré l'enquête corse de René Pétillon, bien évidemment. Comme tous les Corses, paraît-il. Comme tous les Corses, et puis comme tous les autres, parce que c'était quelqu'un de grand talent. Et dans l'enquête corse de René Pétillon, à un moment donné, il dit c'est compliqué la Corse pour un continental, enfin pour un métropolitain. Et l'autre lui répond, pour un Corse encore plus. Et donc moi, j'ai essayé d'approcher
l'énigme de la relation Corsica-France avec un œil radicalement différent. Vous savez, très souvent, on vous dit, d'ailleurs je fais le parallèle avec la Nouvelle-Calédonie, mais on vous dit très souvent, c'est la Corse, on comprend pas, les Corses sont violents par nature, ou bien ce sont les vieux démons de la Corse. Non, il n'y a pas de vieux démons. Ça n'existe pas, ni en Corse, ni ailleurs. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé l'histoire, j'ai trouvé des repères dans l'histoire, j'ai trouvé des traces. À Mirabeau qui dit en 1789 « Ma jeunesse a été souillée par la conquête de la Corse ». Ah tiens, bon, etc. Et puis je me suis rendu compte que sur cette histoire, il n'y a pas vraiment de livre qui nous enseigne à tous la même histoire des deux côtés de la mer. Je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de déni, qu'il y avait au contraire, à la place du déni, il y avait une sorte de propagande. C'est la Corse, etc. Bref, et que par rapport à ça, on était démunis, quoi. Donc on ne comprend pas. Et ce qui est l'argumentaire de ce livre, c'est qu'il y a en fait dans le couple Corsica-France un trauma historique. Un trauma, c'est une blessure qui n'a jamais été reconnue, qui n'a jamais été dite. Et c'est ça que vous revisitez d'une certaine façon. Je revisite et surtout, j'invite à dire, mais il faut qu'on en sorte. Et comment on en sort? C'est pas instrumentaliser le trauma, c'est pas exploiter le trauma, c'est pas rêver de la revanche. C'est le dépasser. C'est rêver de la guérison. Comment on en sort? Eh bien, on sort d'abord en disant la vérité et ensuite en étant capable d'empathie profonde pour disons, il faudrait que, plutôt que se chamailler, il faudrait qu'on pleure ensemble d'abord. Il faudrait qu'on dise la vérité ensemble. Il faudrait qu'à partir de là, nous puissions imaginer le meilleur. Merci beaucoup Jean-François Bernardini d'avoir vous, été avec nous ce matin.